La police de Québec a établi un centre de commandement aujourd'hui pour faire avancer l'enquête en rapport avec le meurtre de Marilyn Lévesque, notamment pour déterminer ce que le meurtrier Eustachio Gallese a fait avant et après le meurtre. On veut, pour faire avancer l'enquête, avoir des détails. Donc, le public peut se manifester, pouvait le faire au centre de commandement, peut le faire au cours des prochains jours pour qu'on ait davantage une idée précise des événements. Ce qu'on sait, cependant, c'est qu'il a tué dans des circonstances atroces. On connaît les détails maintenant. Et Marilyn, qui était une travailleuse du sexe, qui l'a rejoint et dans un hôtel. Il lui avait promis 2000 $ et ça s'est terminé dans le sang. Alors, ces événements-là rappellent les souvenirs effroyables à une femme qui a elle-même été agressée par un homme alors qu'elle était travailleuse du sexe. Et il l'a laissée pour morte. Il l'a battue à mort. Et elle a réussi à s'en sortir. Et depuis ce temps-là, elle est en constant combat avec l'IVAC parce que l'IVAC l'a pas dédommagé comme il faut. Mais c'est sûr qu'un événement comme celui-là lui rappelle des souvenirs assez effroyables. Avec moi, donc, Madame Dominique Martel, accompagnée de Anne-Gaëlle Whiteman de la Maison Jacqueline de la rue des Femmes, et Marc Bellemare, avocat qui est dans nos studios de Québec. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes venu à quelques reprises sur mon plateau me raconter ce que vous aviez vécu avec Claude Laroche, qui vous a battu à mort. Quand vous voyez ce qui se passe, vous qui avez vécu à peu près la même chose, mais qui avez pu vous en sortir, comment vous réagissez quand vous voyez ça? Bien, c'est sûr que ça vient me chercher. Ça devrait pas être. Puis j'ai de la rage, de la colère. De voir que le système, ben, il a ouvert les portes pour dire, ben, on retourne faire des crimes. Qu'il ait été en libération conditionnelle, ça vous écœure encore plus. Bien, c'est sûr, tu sais. Comme nous tous, d'ailleurs. Oui. Et vous, comment vous réagissez? Ça démontre encore que les femmes ont beaucoup de chemin à faire au niveau de leurs droits, de leur reconnaissance, de ce qu'elles sont et de la sécurité qu'elles méritent, parce que c'est clairement l'autoriser à... Quand il était autorisé à aller avec une femme pour assouvir ses besoins sexuels, clairement, on parle de travailleuse du sexe, mais c'est comme si on les catégorisait comme des moins que femmes, finalement. Quelle est la différence entre une travailleuse du sexe et une femme avec qui pour être en couple? Il n'y en a pas. Surtout que l'agent de probation dit, bon, ben, on va le laisser sortir. On suspecte qu'il a des problèmes relationnels. Alors, il ne faudra pas qu'il entre en relation avec quelqu'un d'autre, mais il peut avoir du sexe, là. Vous avez été travailleuse du sexe. Est-ce que vous en avez vu des coucous? Vous avez eu ce gars-là qui vous a battu, mais en avez-vous vu plusieurs? Est-ce qu'il y en a tant que ça, des gars débalancés comme ça? Bien, il y en a beaucoup. Moi, dans 20 ans de métier, j'ai vu de toutes les sortes. Je sais bien qu'une femme, pour avoir une relation, moi, j'ai besoin d'amour. Je pourrais pas avoir une relation si j'aime pas la personne. Mais la plupart des clients, c'est des personnes que on dit que eux autres, ça dérange pas, là, ils payent, puis il y a des... Je l'ai vu de toutes les sortes. Donc, ça devient de la marchandise parce qu'ils ont payé. C'est comme ça qu'ils raisonnent. Ouais. Dans un cas comme votre agresseur, là, avez-vous l'impression que quand vous êtes arrivé sur place, il voulait vous battre en partant, ou si c'est l'excitation sexuelle qui fait qu'il y a une pulsion, là, comme dans ce cas-là du gars là, qui premièrement, je pense qu'ils savent ce qu'ils font, puis ils savent ce qu'ils s'en allaient faire. Comme lui, sûrement, Gallese, il savait que cette journée-là, ben, il allait la passer, puis... Quand il est arrivé chez toi, elle avait un chien, il a demandé de mettre le chien... Non, puis il s'est assuré qu'il n'y ait pas personne dans la maison, puis il me disait que les femmes riaient de lui parce qu'il avait un petit pénis. T'sais. Fait que déjà là, c'est des personnes que soit qui ont été... qui ont une faible estime d'eux autres mêmes, puis... moi, en tout cas, il s'est assuré, il savait que quand il s'en venait chez nous, il savait qu'est-ce qu'il s'en allait faire. Ah ouais? Quand il a tué Natacha Cournoyer, sûrement, cette même journée-là, il savait qu'est-ce qu'il s'en allait faire, qu'il s'en allait la tuer. Il a voulu pogner une joggeuse aussi.
ils savent ce qu'ils s'en allaient faire. Avez-vous vu quelque chose dans ses yeux? Parce que quand quelqu'un est sous la pulsion, là, il atteint un état d'excitation, est-ce qu'on le voit dans les yeux? Est-ce qu'à un moment donné, vous avez vu, oh, là, il est dangereux, là, je vois dans ses yeux, il craque-pote, là. Ça s'est fait tellement vite que... Tu sais, il m'a sauté à la gorge, il m'a découpé en face. Là. Donc, on n'a pas le temps de réagir. Pensez que Marilyn n'a pas eu le temps de réagir à la... Ah, t'as pas le temps de réagir. Elle C'est un savait moyen pas de ce qui se passait. survie. C'est sûr qu'elle s'est débattue. Là. C'est un moyen de survie. Là. Puis ça m'écoeure tellement de... Vous, ça vous a rappelé des souvenirs, votre angoisse a augmenté. Parce que vous étiez venu me raconter comment votre combat, là, depuis que vous avez été attaqué presque à mort, c'était de lutter contre cette angoisse-là qui vous envahit. Et vous avez réussi pendant un petit bout de temps, puis ça fait éclater encore l'angoisse. Oui. Ça me ramène tout le temps. Ça vient me chercher. Je peux pas rester indifférente à ça. Je comprends. Et le pire, c'est qu'on n'a comme pas compris, après des cas comme le vôtre, qu'il faut faire attention avant de le laisser sortir du monde de même, là, on s'entend. Il a tué sa femme en 2004. Ouais. Maître Bellemare, avocat, ancien ministre de la Justice, comment vous avez réagi quand vous avez vu que le gars était en libération conditionnelle, qu'on avait dit, pour avoir du sexe, parce qu'il y a des problèmes interrelationnels, il ne faudrait pas qu'il entre en relation, mais il peut toujours avoir du sexe. Oui, bien, c'est un peu particulier, évidemment, mais écoutez, moi, ça fait 40 ans que je travaille avec les victimes d'actes criminels, là, puis je connais aucune victime qui a confiance dans la Commission des libérations conditionnelles, surtout la Commission fédérale, qui, elle, travaille avec des détenus qui sont à haut risque, parce que ce sont des détenus qui ont été condamnés pour des crimes importants, donc au moins 2 ans de pénitencier. Et on reçoit régulièrement au bureau des rapports de la Commission des libérations conditionnelles qui annoncent la sortie d'un détenu bien avant terme dans la plupart des cas et souvent avec un risque de récidive qui est un risque qui est considéré comme modéré pour la population. Moi, j'ai toujours trouvé que les détenus qui présentaient un risque modéré ne devaient pas sortir. Je pense qu'automatiquement, ils devraient être gardés en dedans parce qu'un risque modéré, à mon avis, c'est trop élevé, surtout pour quelqu'un qui a déjà tué, qui a déjà menacé de mort, qui a déjà fait une invasion de domicile ou qui a commis un crime grave. Alors, un risque modéré, ça veut dire que la population est un peu un cobaye. Hein? On lâche dans la nature, puis on ne sait jamais quand est-ce que cette personne-là peut passer à l'acte et récidiver ou commettre un crime qui n'est pas nécessairement le même crime que celui qui l'a amené en dedans la première fois, mais une espèce de psychopathe, un individu qui va s'en prendre à quelqu'un d'autre. Alors, c'est sûr que dans ce cas-ci, avec le crime grave qui avait été commis, un assassinat en 2004, on le laisse sortir en 2019, puis on lui permet d'avoir des relations sexuelles avec des femmes, ce qui est en soi la sollicitation d'une prostituée constitue un acte criminel. Alors, c'est invraisemblable, mais je vais vous dire une chose, M. Lévesque, ça ne me surprend pas tant que ça, parce qu'à mes yeux, la Commission fédérale des libérations conditionnelles n'a aucune crédibilité, et si l'assassinat de Marilyn Lévesque nous permet de voir clair là-dedans, ça aura au moins servi à mettre le microscope sur cet organisme-là qui est, à mon avis, complètement déréglé, complètement déglingué. Mais au moins, ça aurait servi à ça. Puis j'espère que les contrôles vont être resserrés dorénavant. Mais je vous écoute, là. Vous êtes l'ancien ministre de la Justice. Êtes-vous en train de me dire que Claude Larouche pourrait sortir à un moment donné, après les crimes abjects qu'il a commis? Bien, ils finissent tous par sortir. Ah, ouais? Et oui. Puis même avant la fin, Galaise, en principe, n'était pas admissible à une libération conditionnelle avant 15 ans. Il a commis son crime en 2004, donc ça nous mène en 2019, mais il est sorti avant et on lui donne des semi-libertés. Alors, on ne lui a pas donné la libération conditionnelle, mais on lui donne des semi-libertés. Alors, on joue ces mots. Ce sont des concepts qui sont positifs pour les détenus, qui leur permettent d'avoir davantage de liberté, de sortir, surveiller, pas surveiller, de telle heure à telle heure. Mais en fin de compte, tout se passe en catimini, M. Lévesque. Vous et moi, on ne sait pas ça, à moins d'être sur la liste de la commission, d'être vous-même victime potentielle de cet individu-là qui pourrait récidiver. Bon, mais il reste qu'on leur donne beaucoup de liberté, et beaucoup trop de liberté, et tout est axé uniquement sur le détenu. Alors, ça t'intéresse pas, tu veux des permissions, tu veux pas de permission. Les victimes ont beau crier, ont beau dénoncer, ont beau écrire des lettres, participer aux audiences, assister aux audiences, on les écoute pas. On n'écoute que le détenu. Tout est centré sur lui, son bien-être, son intérêt.
Et bien évidemment, on se fout pas mal de la société en général, des victimes elles-mêmes et des victimes potentielles en cas de récidive. Et êtes-vous capable d'imaginer Claude Larouche qui ressortirait? Quelle sorte de vie vous feriez? À quoi de bon sens? Vous êtes angoissé puis pétri d'anxiété si ce gars-là sortait. Ils vont juste vous écrire, il va sortir, puis c'est tout. Je pense qu'elle est surtout elle a du mal à vivre avec le fait qu'il soit en détention et qu'il ait tous les services nécessaires à sa vie, à ses besoins, alors que Dominique est dans la rue et que Ivac refuse de la compenser et de reconnaître ses séquelles à vie. Et elle ne bénéficie de rien. Lui, il a un toit, il coûte de l'argent aux contribuables. Et puis il est bien nourri. Il est bien nourri. Je veux dire, au fédéral, on parle quand même de conditions de détention qui sont quand même assez agréables, alors que Dominique dort dehors. Et lui est en prison et il est bien traité. Et pour vous, comment ça va dans votre vie? Ben, ça pourrait être mieux. Parce que vous disiez qu'elle est pratiquement dans la rue. Ben, quand elle dort pas dans une de nos deux maisons, la maison Jacqueline ou la maison Olga, elle dort dans la rue. Vous n'avez plus de repères dans la vie, vous, là? Non. Et qu'est-ce qui vous donne, l'IVAC, pour vous aider? 0. 0? Ils m'ont rien donné. Comment ça, 0? Bien, premièrement, ils se basent sur des affaires de salaire minimum, quand c'est pas un salaire minimum qui m'a pris ce gars-là, c'est ma vie. Il a pas juste hypothéqué ma vie et hypothéqué la vie de mes proches, de mon gars, de ma mère, de ma petite Mais je comprends les dommages collatéraux. Mais Maître Bellemare, comment ça fait que l'IVAC, ça se peut-tu? Rien, 0? Bien, d'abord, c'est un véritable parcours du combattant que Dominique a vécu. D'abord, elle a fait une réclamation à IVAC. IVAC a dit, il est trop tard, tu n'as pas respecté le délai d'1 an à l'époque. Alors, on a fait un appel au tribunal administratif, ça a été rejeté aussi. Il fallait aller devant la Cour supérieure pour finalement obtenir gain de cause. Et la juge de la Cour supérieure a dit, écoutez, Mme Martel était dévastée pendant toutes ces années. C'est bien normal qu'elle n'a pas eu la capacité, le potentiel, l'énergie pour pouvoir réclamer dans le délai à cause de ses problèmes de concentration, ses problèmes médicaux, etc. Maintenant, une fois que la Cour supérieure dit, tu es dans le délai, là, ça retourne à IVAC. Et IVAC qui a accepté de compenser Dominique, compte tenu qu'elle est victime d'actes criminels, parce que la tentative de meurtre dont elle a été l'objet constitue un acte criminel, et même si elle était travailleuse du sexe, ça ne permet pas au client d'attenter à sa vie. Alors, IVAC dit, tu n'avais pas d'emploi au moment où tu as été agressé, mais c'est ridicule parce qu'elle était travailleuse du sexe au moment où elle était agressée. Donc, si on l'indemnise, on accepte de l'indemniser comme victime d'un acte criminel à l'occasion de ce travail-là, normalement, on devrait fixer une base de salaire qui correspond au salaire qu'elle avait comme travailleuse du sexe. Et c'est ça le nouveau débat, parce que depuis le mois de janvier, IVAC dit, tu n'avais pas de job, tu étais au salaire minimum. Comme tu n'avais pas de job, on ne peut pas te donner de salaire. Ils n'ont pas donné de salaire. On ne peut pas te donner de salaire. Alors, c'est n'importe quoi, mais c'est pas la première fois qu'IVAC déraille comme ça. Mais je vais vous dire, il va falloir être patient. Dominique, il va falloir être patient pour aller au bout. Mais nous, on ne lâchera pas. On va aller jusqu'au bout. On va faire reconnaître cet emploi-là, qui est un emploi qui est légal, travailleuse du sexe, au Canada, au Québec, avec un revenu qui va correspondre à la véritable perte de gain qu'elle encourt depuis qu'elle est incapable de fonctionner. Je vous souhaite bonne chance, mais moi, je rajouterais en terminant que ce cas-là de Marilyn devrait nous servir de réflexion sur la légalisation de la prostitution, l'encadrement de la prostitution. On est rendu là. Tu sais, l'aide médicale à mourir, ça a été bien vite. J'avais un transgenre cette semaine, ça a été bien vite, puis je sais pas pourquoi ça zigonne là-dessus, la prostitution. Si c'était mieux encadré, il y aurait de la protection. Mais non seulement ça, mais je voudrais juste rajouter à ce que M. Bellemare disait, c'est que IVAC aussi bloque sur et refuse de reconnaître les séquelles du choc post-traumatique avec lesquelles elle va vivre toute sa vie. Oui, puis manifestement... Alors qu'ils ont demandé eux-mêmes l'expertise d'un psychiatre qu'ils avaient nommé, et le rapport de ce psychiatre-là nommé par l'IVAC atteste de son choc post-traumatique et des séquelles qu'elle va garder à vie. Et de toute façon, ça ne prend pas un doctorat en psychiatrie pour comprendre que quand tu as été battu presque à mort et tu as été laissé là, que tu n'as pas de choc post-traumatique. Merci beaucoup. Bonne chance à vous deux. Puis, Maître Bellemare, vous nous tenez au courant parce que ce genre d'affaires-là, j'aime ça vous donner un petit coup de main là, quand ça bloque. Merci à vous trois.